Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on va continuer à parler de l'actualité au Bénin depuis dimanche. Je vous rappelle le contexte. Si quelque chose vous a échappé, mesdames et messieurs, dimanche matin, tôt, quelques militaires ont fait éruption à la télévision nationale pour dire qu'ils ont déposé le président Patrice Talon et ont annoncé une transition. La journée a été longue afin qu'on ne voit apparaître à la télévision, sur la même télévision, le chef de l'État Patrice Talon qui annonce un peu un contrôle notamment de la situation et un coup de putsch manqué. Et depuis lors, on essaye de comprendre un peu ce qui s'est passé. L'ambiance a radicalement changé au plan national. On parlait d'élections et de préparatifs du 11 janvier prochain, notamment pour les communales et les législatives. Désormais, place à l'ambiance post-coup d'État. Justement, cette ambiance post-coup d'État est marquée depuis hier par des sorties et des mobilisations de population pour contester et dénoncer cette forme de prise de pouvoir sous les tropiques. Franck, ça va être ce qu'on va consommer jusqu'au 11 janvier prochain? Je ne sais pas, mais on ne va pas oublier ça de sitôt, parce que véritablement, cela a choqué et a marqué les esprits. Vous savez, tout coup d'État intervient de façon soudaine et vraiment inattendue. Ce qui s'est passé ce dimanche, ça a perturbé, disons, le cours normal de ce qu'on vivait d'habitude. Beaucoup se sont dit, écoutez, ils ont gâché notre week-end. Et pour certains, ça reste, une bague qui va s'effacer avec le temps. Donc je pense que nous allons en parler pendant longtemps, mais connaissant un peu le béninois, nous savons transformer un peu nos difficultés en opportunités. Nous savons rapidement remonter la pente et je pense que connaissant donc cet état d'esprit, nous allons très vite passer à autre chose parce que le plus important c'est l'avenir maintenant, ce n'est plus ce qui s'est passé derrière nous. C'est vrai, on va tirer les leçons, les enseignements qui s'imposent, mais on ne va pas s'accrocher à ça et ne pas bâtir notre pays. Il y a beaucoup d'autres défis qui restent à relever dans un État comme le nôtre. Il y a les infrastructures, les routes, il y a l'école, il y a également l'avenir de la jeunesse, ces enfants-là qui n'ont pas demandé à l'aide, à qui nous devons réserver un avenir. Et donc, pour tenir compte de tout cela, nous devons, c'est vrai, en tenir compte, mais nous devons continuer notre marche vers le développement et surtout consolider notre vivre ensemble qui nous a permis d'ailleurs de déjouer ce coup de push-là. Enfin, ce push, cette tentative de push et qui n'a pas pu aboutir. Et c'est important de le relever parce que si il n'y avait pas eu cette solidarité entre armées, les autorités et puis les populations, on parlerait autrement aujourd'hui. Alors, vous parlez d'enseignement à retenir. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? D'abord, la première leçon, c'est que les arguments avancés par les pushistes ne sont pas des arguments assez solides pour en venir là. Tout simplement parce que nous savons que ces dernières années, il y a eu des efforts qui ont été faits en termes de développement. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que le Bénin puisse se hisser au rang de ces pays-là qui sont engagés dans le développement. Deuxième leçon, c'est que nous constatons que juste après le push, manqué, il y a eu, on dirait que tout était préparé pour mener cette communication sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Kemi Seba, pour ne pas le nommer, qui est sorti, qui a remercié Dieu, qui a remercié le peuple béninois, encore même que le peuple béninois ne cautionnait pas la chose, pour dire que, écoutez, on a déposé Patrice Talon, on a renvoyé Patrice Talon et ses copains et tout. Cela voudra dire que il y avait quand même un plan de préparation qui était en jeu. Et mieux, c'est que les efforts aujourd'hui, les prouesses faits par le Bénin, ça commence par déranger. Parce que dans la sous-région, quand vous observez, c'est le Bénin seul qui reste un pays où le label démocratie est en train d'être entretenu. On promeut davantage la démocratie dans notre pays. Donc ça dérange. Les gens auraient souhaité que nous ayons un régime militaire à la tête du Bénin, ce qui n'a pas marché malheureusement. La troisième leçon, c'est que au niveau de notre pays, nous voyons que
au-delà des critiques qui sont portées à l'encontre des autorités béninoises, il n'y a que les Béninois comprennent davantage l'élan, comprennent davantage les options qui sont prises en termes de développement et même les sacrifices que nous faisons. Les gens savent que nous allons quelque part et c'est le développement qui nous intéresse. Et vous avez vu, juste au lendemain de cette situation, il y a comme une fine pluie qui a arrosé la ville de Cotonou. Un peu comme pour dire, c'est vrai, nous connaissons des difficultés, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas péril en la demeure. Il y a que, eh bien, le ciel, Dame Nature est avec nous, Dieu est avec le Bénin. Comme l'a dit Patrice Talon, le Bénin a une âme et cette âme-là tient solidement pour contrer toute velléité de prise de pouvoir par les armes. Eric, il ne faut pas oublier, on a une période de pluie, hein? Période de pluie qui cesse. Oui, mais nous en avons eu à un moment. Oui. Non, je garde comme premier enseignement que c'était été un coup d'État impopulaire. Et cela se traduit par ce calme, je dirais, cette indifférence presque indescriptible de nos concitoyens par rapport à l'acte qui avait été posé. Parce que généralement, quand nous voyons par exemple ce qui s'était passé au Niger, au Mali, au Burkina Faso, dès lors qu'il y a eu une déclaration officielle à la télévision, je pense que de façon systématique, on remarquait dans les rues une forme de mouvement populaire comme pour justement apporter une caution à l'acte qui avait été posé. Donc chez nous, malgré qu'il y avait cette déclaration quand même qui est passée à la télévision nationale pendant un bon moment, cela n'a pas suscité une telle réaction de la part de nos concitoyens. Je pense que c'est un élément assez important qui a sans doute, comment on dit, contribué à déjouer cette opération. Parce que imaginons un peu si des citoyens avaient pris d'assaut les rues, peut-être même en se posant des questions de savoir qu'est-ce qui se passait, et qu'au milieu de cette confusion, il naissait encore d'autres, je dirais, d'autres mouvements d'humeur, comment on allait véritablement gérer cela. Mais bon, les choses ne se sont pas passées de cette façon parce qu'il y avait un sursaut. Je pense qu'il y avait, comment on dit, ce silence de la part de nos concitoyens qui, par cet acte, justement, apportait, je dirais, un refus catégorique à cet acte-là. Je pense aussi, de façon fondamentale, que le travail qui a été fait pour renforcer nos institutions a quand même payé son prix dans ce que nous avons pu observer. Et c'est dans cela que dans nos démocraties, il faut travailler justement à construire des institutions fortes. En plus, il y a une évidence, peut-être qu'on ne voyait pas, puisque j'ai pu quand même remarquer que la plupart des éléments de désinformation, des éléments de fake news, justement, qui avaient été déversés sur les réseaux sociaux dans cette période-là, venaient justement des pays de l'AES. Alors, est-ce qu'il y avait un intérêt pour eux, en tout cas, que l'opération qui avait été lancée aboutisse? Peut-être oui, mais bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a, je dirais, cet enjeu de voir peut-être notre démocratie vaciller au profit de cette idéologie de plus en plus forte dans notre sous-région. Nous avons vu des gens qui sont connus comme des activistes justement au service de l'AES rentrer dans une forme d'activisme pour appuyer, pour apporter leur soutien à ce coup qui avait été déjoué. Je me pose la question aujourd'hui, maintenant que tout est clair, maintenant que tout est clarifié, quel va être leur ressenti par rapport à la suite des événements. Donc, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Nous ne sommes pas dans un jeu d'amusement, ce n'est pas un loisir, ça montre que des gens ont été mobilisés, des services ont été comment on dit, mobilisés pour que à la fois pendant que l'opération était en cours sur les réseaux sociaux, on puisse donner l'impression à la fois à l'échelle internationale mais aussi à nos concitoyens que effectivement ce coup avait marché. On a vu des vidéos de blindés, on a vu des déclarations de ceci ou de cela qui à l'arrivée étaient vraiment de fausses informations pour manipuler. Je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation qui a suivi justement ce coup d'État déjoué apporte encore la preuve que nos concitoyens
sont, je dirais, en parfaite harmonie avec les institutions et ne veulent pas du tout d'une remise en cause de l'ordre constitutionnel par un coup d'État. Alors, on va aborder le deuxième axe de nos échanges. C'est justement le rôle joué par le Nigeria et surtout la spontanéité de la CEDEAO à mobiliser sa force en attente pour intervenir à Cotonou avant que les éléments de l'organisation sous-régionale interviennent. C'est le Nigeria qui a pris quand même les premiers rôles. D'ailleurs, un communiqué des deux côtés, des partis, a sanctionné l'issue des événements. Le Nigeria qui a publié un communiqué, Cotonou aussi qui a fait dans son compte rendu extraordinaire des ministres un petit point aussi de l'intervention du Nigeria. On a eu désormais qu'on a été comme un peu stressé par, je dois dire, cette perturbation qu'il y a eu à Cotonou. Fallait-il avoir un enjeu au-delà du Bénin par rapport justement à ce qui s'est passé? Oui, il fallait voir tout cela. Vous savez, le coup, comme l'a dit Eric, ça n'est pas un événement seulement en interne. Il n'y a que des pays ont intérêt à ce que le Bénin soit déstabilisé afin que leur idéologie puisse être plus propagée. Donc, ce qui se joue au sein de l'AES là-bas, on veut que toute la sous-région soit embrasée, qu'on dise, écoutez, voilà, le panafricanisme, c'est machin qu'on nous raconte tout le temps sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est cela. Et vous voyez, quand vous avez un coup de cette envergure-là, certainement, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Le Nigeria, sachant que le Bénin peut compter sur le Bénin en termes de stabilité, en termes de lutte contre l'insécurité dans la sous-région. S'il y a instabilité au Bénin, s'il y a, ce que les gens prévoyaient au Bénin, c'est que le Nigeria également va en faire les frais. C'est pourquoi je pense qu'un bon voisin, puisqu'on dit, lorsque la case de ton voisin brûle, il faut aller à son secours parce que tu ne sais pas quand est-ce que toi-même tu auras un malheur de ce genre-là. Donc je pense que c'est d'abord un acte africain. Nous cultivons ce sens-là d'entraide, de solidarité envers nos proches, et nous sommes des peuples frères. Le Nigeria, le Bénin, allez voir la frontière à l'heure où nous parlons, combien de Béninois traversent pour aller faire des affaires et combien de Nigérians entrent dans le Bénin par jour pour faire des affaires. Imaginez que l'on ferme les frontières terrestres, l'on ferme les frontières aériennes et même tout ce que maritime et tout, eh bien, il n'y aura plus rien. Ça va jouer sur l'économie du Nigeria. C'est pourquoi je pense que même si le Bénin n'avait pas fait la demande d'être renforcé, le Nigeria avait tout intérêt à le faire pour essayer de maîtriser la situation. Mais ça aurait été une ingérence dans les affaires internes d'un pays. Et puis quand vous survolez le territoire national d'un pays sans son autorisation, c'est quand même diplomatiquement condamnable. Par une période quand même de crise, lorsque vous voyez, d'abord ils sont tous de la CEDEAO et aucun pays ne peut refuser une aide pour retrouver sa stabilité, pour repousser des imposteurs qui viennent pour déranger le pouvoir en place, pour déranger le processus de développement. Je pense que la demande a été faite et même en direction de la France, il y a eu une demande qui a été faite et les Français ont réagi. D'autres forces sont venues, la CEDEAO qui a déployé une force qui est en attente là aussi. Je pense que toute la sous-région, en tout cas pour ceux qui restent qu'on peut sauver, le Bénin au cœur est très stratégique géopolitiquement. On ne pouvait pas se permettre en tout cas d'avoir aujourd'hui un régime militaire à la tête de notre État. Et la CEDEAO en est consciente. Les autres pays qui nous entourent, où il y a encore démocratie, en sont conscients. Et je pense que c'est dans cette droite ligne-là que ces interventions ont été faites et que les forces des pays étrangers sont venus nous soutenir. C'est très bien. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver le cours normal des choses. Dans les rues de Cotonou, il n'y a plus cette panique-là qui s'est emparée de tout le monde le dimanche. La vie a repris. Et je pense que c'est le plus important. Et la façon dont nous évoluons, je pense que Patrice Talon a raison de vouloir bâtir le Bénin
sur des aspects que nous avons longtemps négligés, c'est-à-dire que l'état d'esprit, qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes, au-delà de l'argent que chacun recherche, au-delà des intérêts personnels, il y a un idéal, c'est la nation, et il faut l'inculquer d'ailleurs à nos enfants. Et je pense que davantage, nous devons revoir même nos programmes scolaires pour montrer à nos enfants que l'individualisme, c'est pour moi d'abord, on doit pouvoir laisser ça de côté et consolider le vivre ensemble, ce que nous avons de commun. Eric. Donc, je pense que ce soutien que nous avons reçu de la part de notre voisin du Nigeria sous couvert de la CEDEAO, ça a été d'abord la demande de l'État béninois. Parce que, heureusement que chez nous, l'opération était en cours. Donc, est-ce qu'il fallait attendre complètement, je dirais, avant de solliciter une aide qui sera peut-être tardive? Je pense que la décision a été prise au bon moment et l'acte a été posé au bon moment. Oui, vous savez, même, je dirais, comment on dit, quand je prends du côté des mutins, ils ont reçu du soutien, justement, ne serait-ce que sur notre cyberespace, quand même, de la part des États de l'AES, pour justement déverser sur les plateformes et convaincre nos concitoyens que effectivement l'opération était consommée. Donc je pense que dans ce genre de mouvement d'ensemble, on a toujours besoin justement d'être porté pour que l'action soit plus efficace. Et c'est tout ceci qui a donné le résultat que nous avons, qui a été un acte qui a été déjoué. Et je pense que il faut garder à l'esprit aussi que nous sommes dans un environnement régional où tout ceci concourt à une stabilité régionale. Vous aurez souhaité que le Nigeria accepte, en plus d'avoir un voisin de l'autre côté, État AES, d'avoir aussi un autre voisin de ce côté AES. Peut-être aussi que eux aussi, ils ont trouvé leur intérêt en examinant la situation régionale, en examinant la guerre idéologique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, avec ce que Franck a évoqué comme ce discours panafricaniste de faux niveau que nous avons. Donc le Nigeria aussi a observé et a fait son choix. Voilà, a fait son choix et je pense que tout ceci a été sans doute perçu de cette façon-là. Et aujourd'hui, ne perdons pas de vue qu'avec les deux blocs que nous avons, CEDEAO, AES, je dirais, c'est une guerre froide, enfin qui ne dit pas son nom, parce qu'il faut bien qu'il y ait une stabilité dans la sous-région pour pouvoir aborder les autres questions d'ordre social, d'ordre économique, transport, comme on dit, libre circulation des personnes et des biens dans une communauté commune. Donc, ça n'est pas de l'ingérence, parce que c'était d'abord la demande de l'État béninois et la réponse a été prompte et active. Allez les gars, merci beaucoup. 8h57 à Cotonou. Bonne journée. Derrière moi, la revue de presse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.